Bonjour à toutes, bonjour à tous. Rebonjour à nos étudiants de la préparation commissaire de police de l'ISP. Un petit mot pour revenir sur le sujet que vous avez eu il y a quelques jours. Quel avenir pour l'Europe? Ce sujet ne vous a sans doute pas surpris, notamment au vu des différents enjeux, des différentes problématiques sur le sujet qui étaient traitées dans le polycopier, au vu aussi de ce qu'on a pu vous dire lors de votre passage à l'ISP. Alors, quel avenir pour l'Europe? C'est une question, mais ce n'est pas une question problématique au sens où nous l'avons vu avec notre méthodologie pendant la prépa. En fait, la question problématique, la question oui-non qui est derrière, c'est plutôt la construction européenne a-t-elle un avenir? Oui ou non? C'est donc cette problématique que nous allons formuler en introduction et voilà le corrigé que nous vous proposons, corrigé qui ne vous surprendra pas par rapport à la méthodologie ISP. Grand 1, la construction européenne est aujourd'hui soumise à des forces contradictoires. En chapeau, on expliquera à la fois qu'effectivement, la construction européenne, l'Union européenne, est soumise à la fois à des menaces sans précédent, alors que dans le même temps, son utilité devient de plus en plus évidente. Donc une tension, un paradoxe, vous avez l'habitude, vous connaissez ça par cœur, on a vu ça ensemble pendant des semaines. 1A, des hypothèques qui pèsent sur la poursuite du processus européen. En fait, les menaces sur la construction européenne. Premièrement, dans le 1A, bien entendu, le Brexit. Rappelons que pour l'Europe, c'était toujours construite en menant de front à la fois l'approfondissement, c'est-à-dire faire un maximum de choses, élargissement de son champ d'action, et l'élargissement, c'est-à-dire associer de plus en plus d'États membres. 6 pays au départ, jusqu'à 28. Et pour la première fois, il y a un retour en arrière, un repli de cette construction européenne qui semblait appeler à progresser sans cesse. C'est exactement ce que nous avons expliqué dans le polycopier, vous vous rappelez, ce couple élargissement-approfondissement, qui était la dynamique européenne, avec le Brexit, c'est-à-dire le départ annoncé d'un État membre. Tout à coup, il semble qu'il y ait un coup d'arrêt et même un retour en arrière qui pose la question du point de savoir si on n'est pas au début finalement d'un renversement et d'une déconstruction européenne. On rappellera aussi dans ce grand 1A, premièrement, que évidemment le pays qui quitte l'Union européenne est en plus n'est pas des moindres. C'est un pays qui représente 15% de la population, 20% de l'économie européenne et qui est une puissance internationale majeure. C'est donc un véritable choc qui pourrait faire penser qu'on est au début de la fin. Voilà, ça c'est le premièrement. Le deuxièmement, c'est que au-delà, derrière le Brexit et cette possible annonce d'une déconstruction européenne, il y a effectivement un certain nombre de fractures au sein de l'Union qui sont devenues extrêmement sensibles depuis quelques années, depuis le début des années 2000. La première de ces fractures, c'est la fracture entre les anciens États membres et les nouveaux États membres. L'élargissement de 2004, visiblement, n'est peut-être pas encore complètement intégré et sur nombre de sujets, il semble qu'il y a une fracture entre les pays fondateurs d'Europe de l'Ouest et les nouveaux pays d'Europe centrale et orientale. Ça s'est traduit à l'occasion de la crise migratoire, ça s'est traduit à l'occasion de tensions politiques au plus haut niveau qui existent aujourd'hui entre l'Union européenne, la Commission européenne et la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie, à qui l'on reproche de ne pas respecter les valeurs de l'Union européenne et même de connaître des dérives autoritaires. Donc c'est la question de la démocratie même qui est posée. Et puis ça se pose aussi par la constitution d'un groupe qu'on appelle le groupe de Visegrad, qui regroupe ces pays d'Europe centrale orientale et qui est généralement très critique vis-à-vis de la construction européenne. À ceci s'ajoutent des tensions sur des sujets spécifiques, notamment celui de la mobilité des travailleurs,
tension à propos du plombier polonais lors du référendum français en 2005, tension à propos de la présence de travailleurs originaires de ces pays au Royaume-Uni à l'occasion de la campagne du Brexit, tension actuelle très forte à l'occasion de la révision de la directive sur le détachement des travailleurs. Donc une fracture Est-Ouest qui visiblement, près de 15 ans après l'élargissement, semble ne pas s'être résorbée et même se creuser et s'affirmer. Il y a aussi une autre fracture, c'est la fracture Nord-Sud qui est apparue et qui, pour des raisons économiques, finalement, oppose des pays d'Europe du Nord, autour de l'Allemagne, des Pays-Bas, des pays scandinaves, qui auraient fait des réformes et qui se seraient adaptés à la mondialisation économique et qui obtiendraient donc de bons résultats, de bonnes performances économiques, financières, budgétaires, et des pays dits d'Europe du Sud qui poseraient des problèmes de faible croissance économique, de chômage important, de déficit et de dette publique très importants, au point qu'ils ne respecteraient pas les règles prévues au sein de la zone euro, et il y aurait cette cassure, cette tension permanente au sein de la zone euro, donc entre économie du Nord et économie du Sud, avec des trajectoires divergentes dont on peut se demander si à un moment ça ne menace pas la cohésion économique de l'Europe et même l'euro, tout simplement. Voilà, donc là aussi, le Brexit, premièrement, mais aussi d'autres fractures extrêmement clivantes aujourd'hui, dont on se demande si elles ne sont pas des facteurs d'explosion de l'Union européenne. 1A. 1B, en revanche, par certains côtés, l'Union européenne apparaît aujourd'hui comme plus nécessaire que jamais. Plus nécessaire que jamais pour plusieurs raisons dans ce 1B. Tout d'abord, premièrement, du fait du contexte international. Le contexte international, en 2018, est marqué par, je dirais, le fait que le monde soit à la fois de plus en plus compétitif et de plus en plus incertain pour les Européens. De plus en plus compétitif parce qu'on assiste effectivement, dans le cadre de la mondialisation, à l'émergence d'un certain nombre de puissances, dont la Chine, mais aussi l'Inde et peut-être le Brésil, qui sont des États-continents, qui sont des immenses marchés et qui, face auxquels un État membre seul, aussi puissant soit-il, est sans doute un interlocuteur peut-être trop faible, le bon niveau pour entretenir des relations, notamment commerciales, négocier avec ces blocs continentaux, c'est le niveau de l'Union européenne. Donc un monde de plus en plus compétitif, un monde aussi de plus en plus incertain. Incertain par le fait que, autour de l'Europe, deux puissances importantes apparaissent de moins en moins peut-être stables ou favorables à un climat de confiance et de bonnes relations de voisinage avec l'Union européenne. Il s'agit à la fois de la Russie, confère le problème ukrainien, ou les menaces régulières de cyberattaques, et de la Turquie, qui, depuis le coup d'État de l'été 2016, connaît ce qu'on appelle une dérive autoritaire. C'est toute la chose que nous en vus en cours, le débat sur les démocratures. Voilà. Toujours aux marges de l'Europe, la Méditerranée et le Proche-Orient qui deviennent un sujet de préoccupation, effectivement, qui a toujours été un foyer de crise et de conflit, mais avec la crise syrienne, finalement, et ses rebondissements, c'est toute la région qui est aujourd'hui très fragilisée. Le nouveau terrain d'ailleurs de risque serait la Libye. Voilà, donc c'est toute la région finalement qui est aujourd'hui en proie à une crise politique, militaire, géostratégique, humanitaire et qui appelle une réponse de l'Europe. Toujours le monde incertain parce que, autre élément d'incertitude donc sur ce chapitre-là du monde incertain, eh bien, l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, des nouvelles autorités américaines qui semblent clairement être un allié beaucoup moins solidaire, beaucoup moins fiable, beaucoup moins engagé aux côtés des Européens pour les protéger, assurer leur défense. Au contraire, l'allié historique de l'Europe, les États-Unis, semblent prendre une orientation plus isolationniste,
mettant en avant leurs propres intérêts, y compris contre les intérêts européens, de façon agressive. On le voit notamment en matière commerciale, à côté d'une volonté de repli des États-Unis de l'OTAN. Voilà. Donc un monde de plus en plus compétitif, un monde de plus en plus incertain. Ça, je dirais que c'est le premièrement, tout ça, du 1B. Et le deuxièmement, c'est tout simplement des crises récentes qui ont montré la nécessité de l'Union européenne. Voilà. Ces crises récentes, c'est essentiellement celles liées à la crise des migrants et au terrorisme. Certes, ces sujets doivent être distingués, il faut bien penser à les distinguer dans une copie, pas d'amalgame, mais néanmoins, depuis 2015, on s'est rendu compte qu'un certain nombre de grands défis en matière de sécurité ne pourront être traités qu'à l'échelle européenne. Voilà. La sécurité des frontières extérieures, le contrôle des frontières, les actions humanitaires qui peuvent être menées en Méditerranée, notamment, la politique d'asile, la politique migratoire, la politique de lutte contre le terrorisme, hein, tant les filières et les réseaux sont trans-européens, si j'ose dire, hein, et sont présents dans différents pays européens et agissent à partir de différents théâtres et différentes bases européennes. Il y a un besoin de sécurité claire qui, face à des menaces et à des risques qui ne peut être traité qu'au niveau européen. C'est devenu extrêmement tangible depuis 2015. Voilà. Donc, voilà la tension, le paradoxe du grand 1. On en vient maintenant au grand 2, qui va être donc la nécessaire, l'indispensable redéfinition du projet européen pour assurer son avenir. Voilà, ça c'est le grand 2. Le 2A, donc méthode ISP classique, hein, qui normalement fait que ça a dû bien se passer pour vous, un 2A qui complique. Le 2A complique la tension du grand 1 en montrant que les forces contradictoires finalement qui secouent aujourd'hui l'Europe, qui pèsent aujourd'hui sur l'Europe, qu'on a vu en grand 1, ne viennent que compliquer une équation européenne déjà ambiguë. Voilà, donc 2A, les contradictions actuelles compliquent l'ambiguïté initiale du projet européen. Et là, il est important en effet de rappeler qu'il n'y a jamais eu vraiment de vision claire, commune et partagée de l'avenir de l'Europe. Depuis le début, une certaine ambiguïté a été ménagée entre plusieurs visions de l'Europe. Première ambiguïté, celle qui oppose une Europe fédérale en marche vers le fédéralisme, destinée à devenir un super-État, ou celle d'une Europe plus confédérale, basée sur une coopération de plus en plus étroite entre des États-nations. Il y a toujours eu cette ambiguïté, ces deux conceptions qui ont coexisté sans que de choix soit fait. Autre ambiguïté, celle entre trois modèles d'intégration européens. D'une part, je vous renvoie à votre polycopier, à tout ce que vous avez vu à l'ISP, l'Europe marché, un simple marché. D'autre part, vous vous rappelez, l'Europe espace, et ensuite l'Europe puissance. Voilà, donc depuis le début, la construction européenne repose sur la confrontation ou la coexistence entre différents modèles de son avenir. Reprenons le terme d'avenir parce que c'est celui de l'intitulé, c'est important, vous le savez, hein, vous ne serez pas surpris que je vous dise ça, de toujours resservir, répondre dans les termes de l'intitulé. Donc plusieurs incertitudes, plusieurs débats sur l'avenir du projet européen existent depuis le début, ils n'avaient pas été tranchés, et aujourd'hui, les contradictions qu'on observe ne viennent que compliquer encore cette équation et créer de fortes incertitudes, un flou sur l'avenir, s'il y en a un, qui pourrait être celui de la construction européenne. Voilà, donc on rappelle ça en 2A. Et ensuite, en 2B, une redéfinition, la nécessaire redéfinition donc, du projet européen. Voilà, alors c'était le titre du grand 2. Donc on va dire peut-être les trois chantiers prioritaires permettant d'assurer l'avenir de l'Europe. Hein, on va appeler notre 2B comme ça. Et là, vous ne serez pas surpris qu'on reprenne les grandes idées, les grandes positions finalement de la France. Hein, trois chantiers prioritaires pour assurer l'avenir de l'Europe.
Je dirais d'abord le chantier de la cohésion. Voilà. Traversé par peut-être des risques de fracture, le risque d'aggravation des fractures que l'on connaît actuellement, tenté peut-être par l'exemple du Brexit, qui est exploité par des mouvements de nature populiste un peu partout, en disant nous aussi on veut quitter l'Union européenne. L'essentiel, c'est d'abord d'assurer la cohésion des 27. Voilà. C'est globalement ce qui est fait aujourd'hui dans les négociations face au Royaume-Uni. Cette cohésion doit être maintenue alors même que l'Europe est traversée de forces, effectivement, de tensions très fortes, Est-Ouest ou Nord-Sud. Maintenir la cohésion, premièrement. Premièrement du 2B. Deuxièmement, c'est aussi d'améliorer la démocratie de l'Europe. S'il y a des doutes, s'il y a des incertitudes, s'il y a un certain nombre de forces politiques qui exploitent aujourd'hui une incompréhension ou un malaise vis-à-vis de l'Union européenne et qui sont autant de forces de dissolution du projet européen, c'est peut-être parce que l'Europe apparaît encore comme trop peu démocratique. Et là, je vous renvoie à tout ce qu'on a dit dans le polycopier. Si l'Europe est une démocratie, certes, néanmoins, il y a des choses à améliorer. Il y a deux choses sur la table aujourd'hui. C'est tout d'abord la réforme du mode de scrutin aux élections européennes avec l'apparition de listes transnationales qui affirment donc l'identité et l'existence d'un débat politique et d'une vie politique et de partis politiques transnationaux. Voilà. Et sans doute que c'est un facteur, ça permet de rapprocher l'échelon européen du fonctionnement démocratique, alors qu'aujourd'hui, le fonctionnement démocratique et les élections, y compris européennes, se font seulement au niveau des États, ce qui ne plaide pas en faveur de l'émergence d'un espace public européen, donc politique européen. Donc là, ça c'est un truc qu'on doit plutôt dire que c'est bien. Et puis, la proposition aussi qui a été faite par le président de la République française lors du discours de la Sorbonne, des conventions démocratiques qui peuvent, dans chacun des États membres, qui peuvent être une façon d'associer, en dehors des institutions de la démocratie représentative, qui sont nécessairement complexes à l'échelle européenne, mais de créer une forme de démocratie participative associant plus directement les citoyens à l'espace politique européen. Voilà, la démocratie, une condition essentielle pour l'avenir de l'Union européenne et pour lui permettre de conserver le soutien et le lien avec les citoyens. Et puis, le troisième élément, le troisièmement du 2B, sur le fond des politiques, sans doute que l'avenir de l'Union européenne, et là aussi c'est les positions françaises, passera peut-être par deux voies. D'abord, une affirmation plus forte de l'Europe en tant qu'Europe qui protège, voilà, hein, l'Europe de l'avenir dans un monde de plus en plus incertain, compétitif, face à des menaces, des défis, l'Europe qui protège ses concitoyens, le volet sécuritaire, asile, immigration, le volet militaire, l'émergence d'une défense européenne, le volet aussi commercial, douanier, hein, défendre les intérêts européens, donc une Europe qui protège les biens, les personnes, les emplois, les richesses européennes, taxation des GAFA américains, protection des données, voilà, une Europe qui protège, et peut-être aussi une Europe qui avance de façon différenciée. C'est-à-dire que du fait de l'élargissement, l'Europe est devenue très hétérogène. On l'a vu, il y a même cette fracture Est-Ouest ou Nord-Sud, et peut-être, il ne faut vraiment pas s'interdire de saisir la possibilité qui est offerte depuis le traité d'Amsterdam, d'ailleurs, par ce qu'on appelle les coopérations renforcées, de saisir cette opportunité pour avancer à quelques États sur certains sujets, pour être en avance, en avant-garde du reste de l'Union, pour approfondir les choses. L'idée étant bien sûr de ne pas créer une Europe définitivement à plusieurs vitesses, mais au contraire d'engager des actions en avance entre certains États membres, en ayant pour vocation à être rejoints par les autres. Donc c'est comme ça sans doute que l'Europe pourra avancer aujourd'hui, et il y a notamment un espace qui est naturellement l'espace où l'intégration économique, sociale, politique
doit être plus forte, ou peut être plus forte peut-être que dans le reste de l'Union, c'est la zone euro. Donc une plus grande intégration dans la zone euro qui sert de laboratoire, je dirais, et d'avant-garde à la construction européenne, mais prendre acte du fait que dans une Europe à 27, devenue très hétérogène, peut-être que tout le monde ne pourra pas avancer de la même façon. Voilà le corrigé que nous pouvions faire sur un sujet attendu, un sujet classique qui n'aura pas surpris, qui ne vous aura pas surpris à l'ISP. Et finalement, vous avez retrouvé là, sans surprise, hein, la méthode qui a toujours été la nôtre. Donc on espère que ça s'est bien passé et on vous dit à bientôt pour les oraux. Au revoir.